Professeur, très bien. Je voudrais terminer la discussion sur la modélisation de la volatilité dans la première partie du cours d'aujourd'hui. La dernière fois, nous avons abordé la définition des modèles ARCH, qui permettent de modéliser les rendements d'une série chronologique financière en tenant compte de la volatilité variable dans le temps. La dernière fois, nous avons étudié la modélisation des rendements du taux de change euro-dollar. Nous avons étudié l'adaptation des modèles ARCH à ces rendements, ainsi que l'adaptation du modèle Garch à ces rendements. Pour résumer, le modèle Garch s'appuie sur le modèle ARCH en y ajoutant des termes supplémentaires. Si l'on examine l'expression du modèle Garch, les deux premiers termes de la volatilité variable dans le temps sigma au carré t est une combinaison linéaire des rendements résiduels passés au carré. C'est le modèle ARCH, P, de C. La volatilité actuelle dépend donc de ce qui s'est passé en termes de rendements excédentaires au cours des P dernières périodes. Mais nous ajoutons ensuite un terme supplémentaire, qui correspond au niveau de file d'attente de la volatilité précédente. Ce que nous faisons avec les modèles Garch, c'est ajouter des paramètres supplémentaires à l'ARCH, mais l'avantage de considérer ces paramètres supplémentaires qui relient fondamentalement la volatilité actuelle sigma carré t à la valeur précédente ou décalée sigma carré t moins j pour les décalages j, c'est que nous pouvons avoir un modèle avec beaucoup moins de paramètres. En effet, si nous adaptons ces modèles au rendement des taux de change, ce que nous avons trouvé la dernière fois, permettez-moi de passer en revue et de montrer. 2. Cela, c'est essentiellement que les trois cas de modèle ARCH s'adaptent de diverses manières. Les ordres ARCH 1, 2 et 10, pensant que nous avons peut-être besoin de nombreux retards pour ajuster la volatilité. Puis le modèle Garch 1,1, où nous n'avons qu'un seul terme ARCH et un seul terme Garch. En gros, la ligne verte, ou plutôt le modèle Garch 1,1, où il n'y a qu'un seul terme ARCH et un seul terme Garch. 3. La ligne bleue de ce graphique montre le tracé du modèle Garch 1,1 ajusté par rapport au modèle ARCH. En regardant ce graphique, on peut voir certaines caractéristiques de la façon dont ces modèles s'adaptent à la volatilité, ce qu'il est important de comprendre. L'une d'entre elles est que les modèles ARCH ont une limite inférieure stricte pour la volatilité. En fait, il y a un terme constant dans l'équation de la volatilité. Et comme les termes supplémentaires sont des rendements excédentaires élevés au carré, la volatilité a une limite inférieure à l'ordonnée à l'origine. Ainsi, en fonction de l'intervalle sur lequel vous ajustez les données, cette limite inférieure sera définie par, ou sera déterminée par les données auxquelles vous vous adaptez. Lorsque vous augmentez l'ordre ARCH, vous permettez en fait une plus grande plage de, ou une limite inférieure de cela. Et avec le modèle Garch, vous pouvez voir que cette ligne bleue prédit en fait des niveaux de volatilité très différents sur toute la gamme de la série. Il est donc beaucoup plus flexible. Dans ces ajustements, nous supposons des distributions gaussiennes pour les innovations dans les séries de rendement. Nous poursuivrons bientôt l'examen d'autres solutions, mais permettez-moi d'en dire un peu plus sur le modèle Garch en revenant sur les notes de cours ici. Permettez-moi donc de développer ce point. C'est bien. Voici donc la spécification. Le modèle Garch 1,1. Il convient de noter que ce modèle Garch 1,1 est lié à un processus ARMA, Auto-Regressive Moving Average, dans le carré des résidus. Si nous regardons la ligne supérieure, qui est l'équation pour le modèle Garch 1,1, nous envisageons d'éliminer le sigma carré t en utilisant un nouveau terme d'innovation, little u,
qui est la différence entre le carré du résidu et la vraie volatilité donnée par le modèle. Ainsi, si vous introduisez la différence entre notre rendement excédentaire au carré et la volatilité actuelle, la moyenne devrait être de 0 parce que sigma carré t, la volatilité t, au carré est égale au carré, ou est égale à l'espérance du rendement excédentaire résiduel au carré, epsilon t au carré. 4. Si nous introduisons ces données, nous obtenons un modèle ARMA pour le carré des résidus. 5. Ainsi, epsilon t au carré est alpha 0 plus alpha 1 plus bêta 1 le t au carré moins 1 leg plus u moins bêta 1 nu. Cela implique donc un modèle ARMA 1,1 avec un bruit blanc de moyenne 0 et de variance 2 sigma à la quatrième. Il suffit de brancher les choses. Grâce à notre connaissance des modèles de série temporelle univariée, les modèles ARMA, nous pouvons exprimer ce modèle ARMA pour le carré des résidus de la manière suivante: un décalage polynomial du carré des résidus est égal à un décalage polynomial des innovations. Nous avons donc cette expression pour les innovations. Et il faut que les racines de cet opérateur A de L, lorsqu'il est considéré sur le plan complexe, aient des racines en dehors du cercle unitaire, ce qui correspond à alpha 1 plus bêta 1 d'une magnitude inférieure à 1. Ainsi, pour que ces modèles de volatilité n'explosent pas et soient stationnaires covariance, nous avons ces limites sur les paramètres. Examinons la volatilité inconditionnelle ou la variance à long terme du modèle Garch. Si vous prenez les attentes des deux côtés de l'équation du modèle Garch, vous avez essentiellement l'attente de sigma squared sub t. À long terme, c'est sigma star squared, c'est alpha 0 plus alpha 1 plus bêta 1 sigma star squared. Le sigma au carré est donc l'espérance de la volatilité t-1 au carré dans la limite. Il suffit de résoudre ce problème pour voir que le sigma au carré est égal à alpha 0 sur 1 moins alpha 1 moins bêta 1. En ce qui concerne les conditions de stationnarité du processus, si la variance à long terme est finie, il faut que l'amplitude de alpha 1 plus bêta 1 soit inférieure à 1. Si l'on considère le modèle général Garch P1, le même argument conduit à ce que la variance à long terme soit égale à alpha 0, la sorte de terme d'interception dans le modèle Garch, divisé par 1 moins la somme de tous les paramètres. Ces modèles Garch entraînent donc des contraintes sur les paramètres qu'il est important d'intégrer lors de l'estimation de ces paramètres sous-jacents. Et cela complique effectivement les choses. 6. La procédure d'estimation du maximum de vraisemblance est donc la même pour tous les modèles. Nous voulons essentiellement déterminer la fonction de vraisemblance de nos données compte tenu des paramètres inconnus. La fonction de vraisemblance est la fonction de densité et de probabilité des données en fonction des paramètres. Ainsi, notre fonction de vraisemblance en fonction des paramètres inconnus C, alpha et bêta est la valeur de la densité de probabilité, la densité conjointe de toutes les données conditionnelles à ces paramètres. Et cette fonction de densité conjointe peut être exprimée comme le produit des attentes conditionnelles successives de la série temporelle. Et ces densités conditionnelles sont des variables aléatoires normales. Nous pouvons donc simplement introduire ce que nous savons être les densités de probabilité des normales pour la t-ième innovation epsilon t. Et nous optimisons simplement cette fonction. Le défi que pose l'estimation de ces modèles Garch réside en partie dans les contraintes imposées aux paramètres sous-jacents. Celles-ci doivent être respectées. Il faut donc que l'alpha i soit supérieur à 0, que le bêta j soit supérieur à 0 et que la somme de tous ces paramètres soit comprise entre 0 et 1. Qui, dans cette classe, a suivi des cours d'analyse numérique et a fait de l'optimisation de fonctions.
Des fonctions non linéaires? Quelqu'un d'autre? D'accord. En abordant ce type de problème, qui se pose pour tout modèle complexe qu'il faut estimer, par exemple via le maximum de vraisemblance, les méthodes d'optimisation sont très efficaces si l'on optimise une fonction convexe, c'est-à-dire si l'on trouve le minimum d'une fonction convexe. Et il est toujours agréable de procéder à une minimisation sur une sorte de gamme non contrainte de paramètres sous-jacents. L'une des pistes pour résoudre ces problèmes consiste à transformer les paramètres à une échelle où leur portée est illimitée. Ainsi, si vous avez une variable aléatoire positive, vous pouvez utiliser le logarithme de cette variable comme élément d'optimisation. Si la variable est comprise entre 0 et 1, vous pouvez utiliser cette variable divisée par 1 moins cette variable, puis prendre le logarithme de cette variable. Et cela sans contrainte. Existe donc des astuces pour réaliser cette optimisation, qui entre en jeu. 8. Quoi qu'il en soit, il s'agit de la probabilité avec la distribution normale. Nous disposons de programmes informatiques qui résolvent directement ce problème, de sorte que nous n'avons pas à nous préoccuper de ce cas particulier. Une fois que nous avons ajusté ce modèle, nous voulons évaluer sa qualité et l'évaluation est basée sur l'examen des résidus du modèle. Nous avons donc ces innovations, epsilon at t, qui devraient être distribuées avec une variance ou une volatilité sigma at t. Elles ne devraient pas être corrélées entre elles, ou du moins dans la mesure où elles peuvent l'être. Et le carré des résidus standardisés devrait également ne pas être corrélé. Ce que nous essayons de faire avec ces modèles, c'est de capturer la dépendance, en fait, dans ce carré des résidus, qui mesure l'ampleur de l'excès dans les rendements. Ils ne doivent donc pas être corrélés. Il existe plusieurs tests de normalité. J'en ai énuméré quelques-uns parmi les plus populaires. Ensuite, il y a les questions de sélection de modèles pour décider quel modèle Garch appliquer. Je voulais donner un exemple de cette analyse avec le taux de change euro-dollar. Permettez-moi donc d'accéder à cette note d'étude de cas. Voyons ce qu'il en est. Il existe un package dans R appelé RuGarch pour les modèles Garch univariés, qui ajuste divers modèles Garch avec différents, et les ajuste par maximum de vraisemblance. Ainsi, avec ce paquet, avec cette bibliothèque particulière dans R, j'ai ajusté le modèle Garch après avoir ajusté le processus moyen pour les rendements des taux de change. Lorsque nous avons examiné les choses la dernière fois, nous avons essentiellement étudié la modélisation des rendements au carré. En fait, il peut y avoir un processus moyen sous-jacent qui doit également être spécifié. Dans cette section de la note de cas, j'ai d'abord ajusté un processus auto-régressif en utilisant le critère d'information d'Akek pour choisir l'ordre du processus auto-régressif, puis j'ai ajusté un modèle Garch avec des termes Garch normaux. Il s'agit d'un tracé du tracé normal Q des résidus auto-régressifs. 9. Ce que vous pouvez voir, c'est que les points se situent le long d'une ligne droite, en quelque sorte au milieu de la fourchette. Mais aux extrêmes, ils s'écartent de cette ligne droite. Il s'agit essentiellement d'une mesure des quantiles normalisés. Ainsi, en termes d'unités standard s'éloignant de la moyenne pour les résidus, nous avons tendance à obtenir beaucoup plus de valeurs élevées et beaucoup plus de valeurs faibles avec la distribution gaussienne. Celle-ci ne s'ajuste donc pas très bien. Si nous procédons et que nous ajustons, ok, en fait ce graphique était juste le modèle ARCH simple sans terme Garch. Et voici le graphique de Q avec l'hypothèse gaussienne.
Nous pouvons donc voir ici que les résidus de ce modèle suggèrent qu'il peut être assez efficace lorsque les choses ne s'éloignent que de quelques écarts type de la moyenne. Moins de 2,2, 2,5. Mais lorsque nous atteignons des valeurs plus extrêmes, cette distribution ne modélise pas bien les choses. Une alternative consiste donc à envisager une distribution à queue plus épaisse que la normale, à savoir la distribution T. Il convient également d'identifier la distribution T qui correspond le mieux aux données. Regardons donc ce qui finit par être l'estimation du maximum de vraisemblance pour le paramètre des degrés de liberté, qui est de 10 degrés de liberté. Ceci montre le tracé Q lorsque vous avez une distribution non gaussienne qui était avec 10 degrés de liberté. En fait, cela explique assez bien ces résidus, ce qui permet de tenir compte de la distribution à queue plus lourde de ces valeurs. Avec ce modèle Garch, voyons, si vous comparez l'estimation de la volatilité dans le cadre des modèles Garch et ARCH. Les modèles Garch avec la distribution T. La distribution T par rapport à la distribution gaussienne. Voici un graphique montrant les séries temporelles de la volatilité estimée au fil du temps, qui semblent en fait assez proches. Mais lorsqu'on examine les différences, on constate qu'il y en a vraiment. Il s'avère donc que la fonction de volatilité ou l'estimation de la volatilité des modèles Garch avec des distributions gaussiennes et Garch avec des distributions T sont très similaires. Et la queue plus épaisse de la distribution T signifie que la distribution de la volatilité réelle est plus grande. Mais en termes d'estimation de la volatilité, vous 10. Obtenez des estimations très similaires de la volatilité. 11. Et cet affichage, que vous pourrez voir plus clairement dans les notes de cas que je publierai, montre qu'ils sont vraiment très similaires en termes de magnitude. Et le concept de valeur à risque qui a été présenté par Ken il y a quelques semaines dans sa conférence de Morgan Stanley concerne la question de l'estimation de la probabilité que les rendements dépassent un certain seuil. Si nous utilisons la distribution T pour mesurer la variabilité des rendements excédentaires, les calculs présentés dans les notes indiquent comment calculer ces limites de valeur à risque. Si l'on compare la distribution T à une distribution gaussienne à ses niveaux nominaux pour une valeur à risque de 2,5% ou 5%, il est surprenant de constater qu'il n'y a pas de grande différence. C'est en examinant les queues extrêmes de la distribution que les choses entrent en jeu. Je voulais donc vous montrer comment cela se passe en vous montrant un autre graphique. Ceux d'entre vous qui ont déjà suivi un cours de statistique ont entendu dire qu'une distribution T peut être une bonne approximation d'une normale, ou qu'elle peut être bien approximée par une normale si les degrés de liberté pour T sont à un certain niveau. Et qui veut suggérer un degré de liberté que vous pourriez avoir avant d'être à l'aise avec l'approximation d'une T par une normale. Danny. Audience, 30 ou 40. Professeur, 30 ou 40. Parfois, on dit même 25. Au-delà de 25, on peut presque s'attendre à ce que la distribution T soit une bonne approximation de la normale. Voici le graphique de la densité de probabilité d'une normale standard par rapport à une T standard avec 30 degrés de liberté. Vous pouvez voir que les fonctions de densité sont très proches. La norme, les FDC, les fonctions de distribution cumulative, qui représentent la probabilité d'être inférieure ou égale à la valeur horizontale comprise entre 0 et 1, est presque indiscernable. Mais si vous regardez les queues de la distribution, j'ai calculé ici le logarithme de la fonction CDF. En fait, il faut s'éloigner de la moyenne de plus de 2 écarts type pour qu'il y ait vraiment une différence dans la distribution T avec 30 degrés. 12. De liberté.
Maintenant, je vais paginer en réduisant les degrés de liberté. Voyons ce qu'il en est. Si nous pouvions faire une page vers le bas ici. Une page vers le bas. Oh, page suivante. D'accord. Voici donc 20 degrés de liberté. Voici 10 degrés de liberté, dans notre cas, ce qui s'avère être la meilleure adéquation de la distribution T. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'en termes d'unité d'écart type, jusqu'à environ 2 écarts types sous la moyenne, nous obtenons pratiquement la même masse de probabilité à l'extrême inférieur. Mais lorsque nous passons à 4 ou 6 écarts types, nous obtenons alors une masse plus importante avec la distribution T. Dans les discussions sur les résultats en finance, lorsque l'on ajuste des modèles, les gens disent qu'il y a eu un mouvement de 6 écarts types ZOO, ce qui est virtuellement impossible à réaliser. Eh bien, avec les distributions T, un mouvement de 6 écarts types se produit environ une fois sur 10 000 selon cet ajustement. Il est donc important de savoir que ces distributions T nous sont utiles car elles nous donnent une bien meilleure idée de ce qu'est la distribution de la queue. Nous appelons ces distributions leptocourtiques, ce qui signifie que leur queue est plus lourde que celle d'une distribution normale. En fait, lepto signifie mince, je crois, si vous êtes grec ou si vous avez l'origine grecque du mot. Vous pouvez voir que la courbe bleue, qui est la distribution T, est un peu plus fine au centre de la distribution, ce qui lui permet d'avoir des queues plus lourdes. C'est très bien. Les distributions T sont donc très utiles. Revenons à cette note de cas qui discute. Cette note de cas traite, en fait, de l'ajustement de la distribution T, de l'identification des degrés de liberté pour ce modèle T. Ainsi, avec le package Garch, nous pouvons obtenir la log vraisemblance de l'ajustement des données sous l'hypothèse de la distribution T. Voici un graphique du logarithme négatif de la vraisemblance en fonction des degrés de liberté dans le modèle T. Avec le maximum de vraisemblance, nous identifions la 13. Valeur qui minimise le logarithme négatif de la vraisemblance. Et c'est cette valeur de 10 qui est retenue. Nous sommes d'accord. Reprenons ces notes et voyons ce dont nous voulons encore parler. Tous les 14. Droite. Avec ces modèles Garch, nous sommes en mesure de modéliser le regroupement de la volatilité. Le regroupement de la volatilité est une situation dans laquelle, au fil du temps, on s'attend à ce que la volatilité soit élevée pendant certaines périodes et faible pendant d'autres périodes. Le modèle Garch peut s'en accommoder. Ainsi, les fortes volatilités ont tendance à être suivies de fortes volatilités, et les faibles volatilités ont tendance à être suivies de faibles volatilités. Ok. Les rendements ont des queues plus lourdes que les distributions gaussiennes. En fait, même si nous avons des erreurs gaussiennes dans le modèle Garch, les queues sont toujours plus lourdes qu'une gaussienne. Les devoirs traitent un peu de ce sujet. L'un des articles originaux d'anglais de Boller-Sleuve, qui ont introduit le modèle Garch, traite de ses caractéristiques et de leur utilité pour la modélisation des séries temporelles financières. Maintenant, une propriété de ces modèles qui peut être évidente, peut-être, mais c'est, ok, ce sont des modèles qui sont appropriés pour modéliser des séries temporelles stationnaires covariance. Ainsi, la mesure de la volatilité, qui est une mesure de l'excédent de rendement au carré, est fondamentalement un processus stationnaire covariant. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'il y aura une moyenne à long terme. Ainsi, avec ces modèles Garch qui sont stationnaires et covariance, il y aura une moyenne à long terme du processus Garch.
Cette discussion explique en détail comment ce processus Garch est essentiellement une réversion moyenne de la volatilité vers cette valeur. Fondamentalement, l'excès de volatilité des résidus au carré par rapport à leur moyenne à long terme est un multiple de l'excès de volatilité de la période précédente. Si nous construisons des modèles de prévision de la volatilité avec des modèles Garch, que va-t-il se passer? Fondamentalement, nous prévoyons qu'à long terme, toute valeur de volatilité 15 reviendra à cette moyenne à long terme, et à court terme, elle se rapprochera progressivement de cette valeur. Ces modèles Garch sont donc très utiles pour décrire la volatilité par rapport à la moyenne à long terme. En ce qui concerne leur utilité pour la prédiction, ils prévoient réellement que la volatilité est 16 va revenir à la moyenne à un certain rythme, et la vitesse à laquelle la volatilité revient est donnée par alpha 1 plus bêta 1. Ce chiffre, qui est inférieur à 1 pour la stationnarité covariante, mesure en quelque sorte la vitesse à laquelle vous revenez à la moyenne. Cette somme est également appelée paramètre de persistance dans les modèles Garch. La volatilité persiste telle ou non. Plus l'alpha 1 et le bêta 1 sont importants, plus la volatilité est persistante, ce qui signifie qu'elle revient très lentement à sa moyenne à long terme. Plus la volatilité est persistante, ce qui signifie qu'elle revient très lentement à sa moyenne à long terme. Dans la mise en œuvre des estimations de la volatilité avec la méthodologie des mesures du risque, on ne suppose pas qu'il existe une volatilité à long terme. Ainsi, l'alpha 1 est égal à 0 et le bêta 1 est égal à, disons, 0,95. Ainsi, l'alpha 0 est égal à 0 et la somme de l'alpha 1 et du bêta 1 est égale à 1. Vous suivez donc une volatilité potentiellement non stationnaire, ce qui vous permet d'estimer la volatilité sans présumer qu'une moyenne à long terme est cohérente avec le passé. Il existe de nombreuses extensions des modèles Garch. Il existe une littérature abondante à ce sujet. Pour ce cours, je pense qu'il est important de comprendre les fondements de ces modèles en termes de spécification sous les hypothèses gaussienneté. Il peut être très intéressant de les étendre. De nombreux documents peuvent être consultés à cet effet. D'accord, faisons une pause et passons au sujet suivant. Nous sommes d'accord. Le sujet suivant est celui des séries temporelles multivariées. Dans 2 de mes cours précédents, nous avons parlé des séries temporelles univariées et des méthodologies de base. Nous allons maintenant étendre cela aux séries temporelles multivariées. Il s'avère qu'il existe un théorème de représentation de Wald à plusieurs variables, extension du théorème à une variable. Il existe des processus autorégressifs pour les cas multivariés, qui sont des processus autorégressifs vectoriels. L'estimation des 17 moindre carré entre en jeu. Nous verrons ensuite que notre compréhension de l'analyse de régression nous permet de bien spécifier ces processus autorégressifs vectoriels. 18. Il existe des propriétés d'optimalité des estimations par moindre carré ordinaire, que nous mettrons en évidence dans une demi-heure environ. Nous passerons ensuite en revue les méthodes de sélection des modèles d'estimation du maximum de vraisemblance, qui ne sont que des extensions très simples des mêmes concepts pour les séries temporelles univariées et les régressions univariées. Parlons donc, introduisons la notation des séries temporelles multivariées. Nous avons un processus stochastique, qui est maintenant multivarié. Nous avons donc un X audacieux de t qui est une variable aléatoire valuée de dimension m. Il s'agit d'un processus stochastique qui varie au cours du temps t.
Il s'agit d'un processus stochastique qui varie au cours du temps t. Nous pouvons considérer qu'il s'agit de m séries temporelles différentes correspondant aux m composantes du processus donné. Par exemple, dans le cas des taux de change, nous pourrions modéliser m valeurs de taux de change différentes et vouloir les modéliser conjointement en tant que séries temporelles. Ou encore, nous pourrions modéliser des collections d'actions. Ainsi, chacune des composantes peut être traitée individuellement comme une série univariée avec des méthodes univariées. Dans le cas multivarié, nous étendons la définition de la stationnarité de la covariance pour qu'elle corresponde à des moments d'ordre 1 et 2 limités et finis. Nous devons donc parler du moment d'ordre 1 de la série temporelle multivariée. Mu est maintenant un vecteur M, qui est le vecteur des valeurs attendues des composantes individuelles, que nous pouvons désigner par mu1 à mu-m. Nous avons donc essentiellement M vecteurs pour notre moyenne. Ensuite, pour la matrice de variance /covariance, définissons gamma 0 comme la matrice de variance /covariance de la t-ième observation de notre processus multivarié. C'est donc égal à la valeur attendue de xt moins mu prime. Lorsque nous l'écrivons, nous avons donc xt moins mu. Il s'agit essentiellement d'un vecteur m par 1 et xt moins mu prime est un vecteur 1 par m. Et donc le produit de cela est une quantité m par m. L'élément 1 de ce produit est 19. Donc la variance de x1t. Et les entrées diagonales sont les variances des composantes. 20. Série. Les valeurs hors diagonale correspondent à la covariance entre la série de la i-ième lignée et la série de la j-ième colonne, telle qu'elle est donnée par la transposition de la i-ième ligne de x et de la j-ième colonne de x. Nous rassemblons donc toutes les variances et covariances. La notation est très simple et directe avec la notation matricielle donnée ici. La matrice de corrélation, ρ0, est obtenue en pré et post multipliant cette matrice de covariance gamma 0 par une matrice diagonale avec les racines carrées de la diagonale de cette matrice. Qu'est-ce qu'une corrélation ? La corrélation est la corrélation entre deux variables aléatoires où nous avons standardisé les variables pour qu'elle ait une moyenne de 0 et une variance de 1. Ce que nous voulons faire, c'est diviser toutes ces variables par leur écart type et calculer la matrice de covariance sur cette nouvelle échelle. Cela équivaut à multiplier les valeurs avant et après par la diagonale de l'inverse des écarts type. Avec l'algèbre matricielle, cette formule est, je pense qu'elle est très claire. Et ceci est, maintenant avec, la discussion précédente portait simplement sur la matrice de covariance contemporaine des valeurs de la série temporelle à un moment donné t avec elle-même. Nous voulons également examiner les matrices de covariance croisées. Ainsi, comment les valeurs actuelles de la série temporelle multivariée xt sont-elles covariantes avec le k-ième décalage de ces valeurs? Le gamma k étudie donc la covariation des valeurs vectorielles de la période actuelle avec le k-ième décalage de ces valeurs. Cette matrice de covariance a donc des éléments de covariance donnés dans cet affichage. Nous pouvons définir la matrice de corrélation croisée en multipliant de la même manière les valeurs pré et post par l'inverse des écarts type. La diagonale de gamma 0 est la covariance, ou la matrice des entrées diagonales des variances. Maintenant, les propriétés de ces matrices sont, ok, gamma 0 est une matrice symétrique que nous avions auparavant. Mais gamma k ou k est supérieur à 1 ou inférieur à, ou supérieur ou égal à 1 ou inférieur à, est fondamentalement différent. 21. De 0. Ce n'est pas symétrique. Fondamentalement, vous pouvez avoir des retards de certaines variables qui sont positivement corrélées avec
22. Et non l'inverse. Les entrées hors diagonale ne sont donc pas nécessairement de même signe, et encore moins égales et symétriques. Avec ces matrices de covariance, on peut donc voir comment les choses covarient et si elles sont, s'il y a, en fait, une dépendance entre elles. Et vous pouvez définir, il s'agit essentiellement de la série J-star, la composante J-star de la série temporelle multivariée peut précéder la JTH1 si la covariance du kème décalage de J-star est différente de 0, ou si la covariance de J-star il y a K décalage est non nulle et covarie avec le JTH leg. Désolé. Le décalage actuel, donc XTJ star sera en tête de XTJ. Fondamentalement, les valeurs décalées de J star contiennent des informations sur la composante J. Donc, si nous essayons de construire des modèles de régression linéaire, même, où nous essayons de voir comment, essayer de prédire des valeurs, alors s'il y a une covariance non nulle, alors nous pouvons utiliser les informations de ces variables pour projeter ce que l'une des variables est en fonction de l'autre. Il peut arriver que la covariance ne soit pas nulle dans les deux sens. Cela suggère qu'il peut y avoir une sorte de rétroaction entre ces variables. Il ne s'agit pas simplement d'une variable qui en provoque une autre, mais il peut y avoir une rétroaction. En économie et en finance, il existe une notion de causalité de Granger. En fait, Granger et Engel ont reçu le prix Nobel il y a quelques années sur la base de leurs travaux. Ces travaux portent sur l'identification, en partie, de jugements de causalité entre, ou de causalité de Granger entre des séries chronologiques de variables économiques. La causalité de Granger est une sorte de corrélation positive ou non nulle entre les variables, où les retards d'une variable en causent une autre ou provoquent des changements dans une autre. D'accord. Je tiens à vous signaler l'existence du théorème de décomposition de Wald. C'est un théorème avancé, mais il est utile de savoir qu'il existe. Il s'agit d'une extension du théorème de décomposition de Wald univarié, qui concerne le fait que chaque fois que nous avons un processus stationnaire covariant, il existe une représentation de ce processus, qui est la somme d'un processus déterministe et d'un processus de moyenne. 23. Mobile d'un bruit blanc. 24. Ainsi, si vous modélisez une série temporelle et que vous allez spécifier un processus stationnaire covariant, il existe une représentation de la décomposition de Wald. Vous pouvez essentiellement déterminer, identifier le processus déterministe que le processus pourrait suivre. Il peut s'agir d'une tendance linéaire dans le temps ou d'une tendance exponentielle. Et si l'on supprime cette sorte de processus déterministe VT, il reste un processus qui peut être modélisé par une moyenne mobile de bruit blanc. Ces processus. Ici, tout est passé du cas univarié au cas multivarié, de sorte que nous avons des matrices à la place des constantes précédentes. Les nouveaux concepts sont donc les suivants, nous avons un processus de bruit blanc multivarié. La matrice de variance de ce vecteur M sera sigma, c'est-à-dire la matrice de variance bar-covariance M par M des composants. Il doit s'agir d'une matrice semi-définie positive. Et pour le bruit blanc, nous avons des covariances entre, disons, l'innovation T actuelle et un retard de sa valeur sont de 0. Il s'agit donc de processus de bruit blanc multivariés non corrélés. Ils ne sont donc pas corrélés entre eux à différents retards. Et l'innovation AAT a une covariance de 0 avec le processus déterministe. En fait, cela va de soi si nous avons un processus déterministe.
Maintenant, le terme psi-k, en fait, nous avons ce vecteur xt qui est égal à la somme m du processus vectoriel vt plus cette moyenne pondérée des innovations. Ce qu'il faut, c'est que la somme de ce terme psi-k et de sa transposée converge. Si l'on prend le processus xt et que l'on calcule la matrice de variance /covariance de cette représentation, on obtient des termes dans la matrice de covariance qui inclut cette somme de termes. Cette somme doit donc être finie pour que le processus soit stationnaire par covariance. Audience, inaudible. Professeur, oui. 25. Audience, pourriez-vous définir ce que vous entendez par innovation? Professeur, oh, d'accord. Eh bien, l'innovation, c'est, voyons voir. Avec, laissez-moi revenir ici. D'accord. Le processus d'innovation, Ok, si nous avons, comme dans ce cas, une sorte de processus stochastique xt. Et nous avons une sorte de, disons, f sub t-1 égale à l'information sur x2-1 x2-2. Il s'agit en fait de l'ensemble des informations disponibles avant l'instant t. Nous pouvons alors modéliser xt comme étant la valeur attendue de xt compte tenu de ft-1 plus une innovation. Dans ces modèles, notre objectif est donc de réfléchir à l'évolution de ce processus, que nous pouvons modéliser le mieux possible à l'aide d'informations antérieures à t. Et puis il y a une perturbation dans ce modèle. Quelque chose de nouveau se produit à l'instant t, qui n'existait pas auparavant. C'est le processus d'innovation. Ainsi, cette représentation avec la décomposition de Wald convertit les, ou représente, fondamentalement, les bits d'information qui affectent le processus qui se produit à l'instant t et qui n'était pas disponible avant cela. D'accord. Passons maintenant au processus autorégressif vectoriel. Ok, cette représentation d'un processus autorégressif vectoriel est une extension du processus autorégressif univarié à p dimensions. Pardon, à m dimensions. Ainsi, notre xt est un vecteur m, il sera égal à un vecteur constant c plus une matrice phi. Il sera égal à un vecteur constant c plus une matrice phi 1 fois le retard de xt au premier ordre, xt-1, plus une autre matrice, phi 2 fois le deuxième décalage de xt, xt-2. Jusqu'au pème terme, qui est une matrice phi pm par m fois x2-p plus ce terme d'innovation. C'est essentiellement la façon dont un processus autorégressif univarié s'étend à un km varié. Cela permet de modéliser la façon dont une composante donnée de la série multivariée, comme la façon dont un taux de change varie en fonction de la façon dont d'autres taux de change peuvent varier. Dans cette 26. Exemple, les taux de change ont tendance à évoluer ensemble. 27. Ainsi, si nous considérons ce que cela représente en termes de série de composantes, nous pouvons considérer la fixation de J, une composante du processus multivarié. Il peut s'agir de la première, de la dernière ou de la jm, quelque part au milieu. Et cette série temporelle composante, comme une série de taux de change fixes ou une série temporelle, quel que soit l'objet de notre modélisation, est une généralisation du modèle autorégressif où nous avons les termes autorégressifs de la jm série sur les retards de la jm série jusqu'à l'ordre p. Nous avons donc le modèle autorégressif univarié, mais nous y ajoutons également des termes correspondant à la relation entre xg et xg star. Comment xg, la gem composante, dépend elle des autres variables, des autres composantes de la série multivariée. Celles-ci sont indiquées ici.
Il s'agit donc d'un moyen pratique de tenir compte de l'interdépendance entre les composantes et de la modéliser. OK. Cette diapositive traite de la représentation d'un processus d'ordre P en tant que processus d'ordre 1 à l'aide de régression vectorielle automatique. Il s'agit d'un concept très puissant appliqué aux méthodes de série temporelle, à savoir que lorsque vous modélisez une dépendance qui remonte, disons, à un certain nombre de retards, comme P retard, la structure peut en fait être réexprimée comme une simple dépendance de premier ordre uniquement. Il est donc beaucoup plus facile de traiter la dépendance d'un seul décalage que de considérer la dépendance de P décalages et les complications qui en découlent. Ainsi, et cette technique en est une où, dans les premiers temps de l'ajustement, comme les processus de moyenne mobile autorégressive et diverses méthodes de lissage, le modèle, en fait, l'adaptation à P retard compliquait énormément l'analyse. Mais on peut en fait le réexprimer comme un problème de décalage de premier ordre. Dans ce cas, on considère un processus autorégressif vectoriel d'ordre P, en empilant simplement les valeurs du processus. Permettez-moi donc de souligner ce qui se passe ici. Donc, si nous avons essentiellement OK, donc si nous avons x1, x2, xn, qui sont tous des valeurs m par 1, m vecteurs du processus stochastique. On peut alors définir zT comme 28 étant égal à xt transposé xt-1 transposé jusqu'à xt-p-1 transposé. Ou ct-p-1. Il y a donc p termes 29. Et si nous considérons la valeur retardée de cette valeur, c'est x2-1, x2-2, x2-p transposé. Ce que nous avons fait, c'est considérer zT. Ce sera m fois p. C'est en fait un par m fois p dans cette notation. En fait, je pense que je devrais mettre la transposition ici. Donc m moins p par 1. OK, dans les notes de cours, c'est en fait indiqué pour indiquer la transposition. Si vous définissez zT et zT-1 de cette façon, alors zT est égal à d plus a de zT-1 plus f, où c'est d. En fait, le terme constant a le c qui entrait des zéros partout ailleurs. Et la matrice a phi1 phi2 jusqu'à phi p. Ainsi, le vecteur zT transforme le zT, où est la transposée, cette transformation linéaire du zT-1. Et nous avons une sorte de forme très simple pour le terme constant et une forme très simple pour le vecteur f. Cela transforme le modèle en une sorte de modèle de série temporelle du premier ordre avec une série multivariée plus importante, essentiellement MP par 1. Avec cette représentation, nous pouvons démontrer que le processus sera stationnaire si toutes les valeurs propres de la matrice compagnon A ont un module inférieur à 1. Et voyons, si nous revenons à l'expression. OK, si les valeurs propres de cette matrice A sont inférieures à 1, nous n'obtiendrons pas une sorte de comportement explosif du processus lorsque celui-ci s'incrémente au fil du temps avec chaque valeur précédente multipliée par la matrice A et la mise à l'échelle du processus au fil du temps par la puissance AIM. C'est donc nécessaire. Toutes les valeurs propres de A doivent être inférieures à 1. Et de manière équivalente, toutes les racines de cette équation doivent être en dehors du cercle unitaire. Vous vous souvenez qu'il y avait une contrainte de, ou une condition pour que les modèles autorégressifs univariés soient stationnaires, que les racines de l'équation caractéristique soient toutes en dehors du cercle unitaire. Les notes de cours présentent la dérivation de cette contrainte. Il s'agit de l'extension au cas multivarié. Il faut donc résoudre les racines d'un polynôme dans Z et déterminer 30. Si ceci se trouve à l'extérieur du cercle unitaire,
qui peut me dire quel est l'ordre du polynôme pour ce type d'équation déterminante? Audience, inaudible MP. Professeur, MP. Oui. Il s'agit en fait d'une puissance MP. Dans un déterminant, on prend donc les produits des M composantes de la matrice, diverses combinaisons linéaires de celles-ci. Il s'agit donc d'un polynôme de dimension MP. D'accord. Eh bien, la moyenne du processus var stationnaire peut être calculée assez facilement en prenant l'espérance de ce processus des deux côtés. Ainsi, si nous prenons l'espérance de xt et que nous prenons les espérances des deux côtés, nous obtenons que mu est le vecteur c plus le produit du k phi multiplié par mu plus 0. Ainsi, mu, la moyenne inconditionnelle du processus, a en fait cette formule en résolvant simplement pour mu dans le haut, dans la deuxième ligne et à la troisième ligne. Nous pouvons donc voir ici que cette expression 1 moins phi 1 à travers phi p, l'inverse doit exister. En fait, si nous introduisons la valeur de c en termes de moyenne inconditionnelle, nous obtenons cette expression pour le processus original. Donc, la moyenne inconditionnelle c, si nous avons dévalorisé le processus, il n'y a pas de terme de moyenne connu, il y a 0. Il y a 0. Ainsi, le processus X ajusté à la moyenne suit cette régression vectorielle auto-multivariée sans moyenne, qui est en fait utilisée lorsque ceci est spécifié. Ce modèle de régression vectorielle automatique peut être exprimé sous la forme d'un système d'équations de régression. Dans le cas d'une série multivariée, si nous disposons de données multivariées, nous aurons n observations d'échantillons, xt, qui est en fait le vecteur m du processus multivarié observé pour n points dans le temps. Et pour les calculs ici, nous allons supposer que nous avons p sorte de, nous avons des observations de pré-échantillons disponibles pour nous. Nous allons donc essentiellement considérer des modèles dans lesquels nous conditionnons les p premiers points temporels afin de faciliter la méthodologie d'estimation. 31. Nous pouvons alors mettre en place m modèles de régression correspondant à chaque composante de la série de m variables. Nous avons donc notre collection originale de valeurs de données, c'est-à-dire x1 transposé, x2 transposé, jusqu'à xn transposé, qui est un modèle de régression. 32. Matrice n par m. Ok, il s'agit de notre série temporelle multivariée où nous étions juste, la première ligne correspond aux premières valeurs temporelles, la nième ligne aux nièmes valeurs temporelles. Et nous pouvons mettre en place m modèle de régression où nous allons envisager de modéliser la gemme colonne de cette matrice. Nous sélectionnons donc simplement la série temporelle univariée correspondant à la gemme composante C-Ig. Et nous allons modéliser cela avec z bêta j plus epsilon j où z est donné par le vecteur des valeurs retardées du processus multivarié où il y a, pour la t-ième, t- la première valeur nous avons cette valeur actuelle, ou la t- la première, t- la deuxième, jusqu'à t-p. Donc nous avons fondamentalement pm vecteur ici. Ainsi, cette j-ième série temporelle comporte des éléments qui suivent un modèle de régression linéaire sur les retards de l'ensemble de la série multivariée jusqu'à p retards avec leurs paramètres de progression donnés par bêta j. Et fondamentalement, les paramètres de régression bêta j correspondent aux différents éléments des matrices phi. Il y a donc maintenant une correspondance univoque entre ces éléments. D'accord. J'utilise maintenant une notation où l'exposant j correspond à la gemme composante de la série, du processus stochastique multivarié. Nous avons donc un vecteur mp plus 1 de paramètres de progression pour chaque série j, et nous avons un epsilon j pour un vecteur n d'erreurs d'innovation pour chaque série.
Ainsi, si la gemme colonne est OAIG, nous la modélisons comme étant égale à la matrice simple Z multipliée par bêta J plus epsilon J, ou N par 1. N par NP plus 1. Et ce bêta J est le paramètre de progression MP plus 1. OK. On pourrait se dire que l'on peut considérer chacune de ces régressions pour chacune des séries composantes, qu'on peut les considérer séparément. Mais pour les considérer toutes ensemble, nous pouvons définir le modèle de régression multivariée, qui a la forme suivante. Nous avons essentiellement les n vecteurs de la première composante, puis de la deuxième composante jusqu'à la nième composante. Ainsi, une 33 matrice n par P de variables dépendantes, où chaque colonne correspond à une série de composantes différentes, suit un modèle de régression linéaire. 34 modèle de régression avec la même matrice Z avec différents paramètres de coefficients de régression, bêta 1 à bêta m correspondant aux différentes composantes de la série multivariée. Et nous avons epsilon 1, epsilon 2, jusqu'à epsilon m. Nous pensons donc apprendre, en fait, I1 I2 jusqu'à im est essentiellement cette matrice originale de notre série temporelle multivariée parce que c'est la première composante dans la première colonne et la nième composante dans la nième colonne. Et ce paramètre de régression ou cette matrice de variables explicatives x, Z dans ce cas correspond au retard de l'ensemble du processus jusqu'à P retard. Nous avons donc des retards de tout le processus à M variable jusqu'à P retard. C'est donc MP et plus 1 pour notre constante. Il s'agit donc de la configuration d'un modèle de régression à plusieurs variables. Pour ce qui est de la manière de spécifier ce modèle, en fait, dans la théorie économique, cela est également lié aux régressions apparemment non liées, que l'on trouve en économétrie. Si nous voulons spécifier ce modèle multivarié, nous pourrions en fait spécifier chaque modèle composant séparément parce que nous avons en quelque sorte, nous pouvons penser au modèle de régression univarié pour chaque série composant. Cette diapositive indique essentiellement les formules à utiliser à cet effet. Ainsi, si nous ne connaissons rien à la régression multivariée, nous pouvons dire, eh bien, commençons par effectuer la régression univariée de chaque série de composants sur les décalages. Nous obtenons ainsi nos estimations des moindres carrés du chapeau B et A données par la formule habituelle où la variable indépendante est la matrice Z va Z transposé Z inverse Z transposé Y du résidu. Il s'agit donc de formules familières. Et si nous faisions cela pour chacune des séries de composants J, nous obtiendrions des estimations d'échantillons du processus d'innovation, état 1. En fait, toute la série des états. Et nous pourrions en fait définir, à partir de ces estimations des innovations, notre matrice de covariance pour les innovations comme la matrice de covariance de l'échantillon de ces états. 35. Toutes ces formules sont donc des méthodes d'estimation très simples des paramètres d'une régression linéaire, qui permettent d'estimer les paramètres de la régression. 36. Les variances covariances de ces termes d'innovation. À partir de là, nous disposons d'estimations de ce processus en termes de sigma et de chapeau bêta. Mais nous partons du principe que nous pouvons traiter chacune de ces régressions séparément. Un résultat assez remarquable est que ces régressions par composantes sont en fait les estimations optimales pour la régression multivariée également. En tant que mathématicien, je pense que ce type de résultat est plutôt net et élégant. Certains d'entre vous penseront peut-être que c'est très évident, mais en fait, ce n'est pas tout à fait évident. Cela dit, cette estimation par composante devrait également être optimale. La section suivante des notes de cours reprend cet argument.
Et je vais, pour gagner du temps, passer en revue les résultats. Les détails se trouvent dans ces notes que vous pouvez consulter. Et je serai heureux d'entrer dans les détails pendant les heures de bureau. Mais si nous ajustons un modèle de régression vectorielle auto où il n'y a pas de contrainte sur les matrices des coefficients, phi1a phi-p, alors ces estimations par composante, en tenant compte de la matrice de covariance arbitraire sigma pour les innovations, sont fondamentalement égales aux estimations des moindres carrés généralisés de ces paramètres sous-jacents. Vous vous souviendrez que nous avons parlé du théorème de Gauss-Markov, qui nous a permis d'étendre l'hypothèse de variances égales entre les observations à des variances et covariances inégales. Eh bien, il s'avère que ces estimations des MCO par composante sont, en fait, les estimations généralisées des moindres carrés. Et sous l'hypothèse de distribution gaussienne pour les innovations, il s'agit en fait d'estimation du maximum de vraisemblance. Cette théorie s'applique aux produits de Kronecker. Nous n'aurons pas de devoir sur les produits de Kronecker. Ces notes s'adressent à ceux qui ont des connaissances plus approfondies en algèbre linéaire. Mais il s'agit d'une utilisation très intéressante de ces opérateurs de produits de Kronecker. 37. Fondamentalement, cette notation, ou non, le cercle X, je l'appellerai Kronecker, est une notation où l'on prend 38. Une matrice A et une matrice B et vous considérez la matrice qui multiplie chaque élément de A par l'ensemble de la matrice B. Nous commençons donc par une matrice AM par N et nous finissons par une matrice MP par QN en multipliant chaque élément de A par l'ensemble de la matrice B. Il s'agit donc, selon eux, d'une structure en bloc. Il s'agit donc d'une définition très simple. Si vous examinez les propriétés de la transposition des matrices, vous pouvez prouver ces résultats. Ce sont des propriétés du produit de Kronecker. Et il existe un opérateur VEC qui prend une matrice et empile simplement les colonnes ensemble. Dans son exposé de mardi dernier, Ivan a parlé de la modélisation de la surface de volatilité. En fait, il modélisait une surface bidimensionnelle, ou une surface en 3 dimensions, mais il y avait 2 dimensions pour l'expliquer. En fait, vous pouvez empiler les colonnes de la matrice et modéliser un vecteur au lieu d'une matrice de valeurs. L'opérateur de vectorisation nous permet donc de manipuler les termes sous une forme plus pratique. Et ce modèle de régression multivariée est une sorte de matrice n par my, ayant cette structure. Il peut être exprimé en termes de régression linéaire comme i star égalant le vecteur, le vec de i. Nous avons donc essentiellement i1 i2 jusqu'à im, tous alignés. Il s'agit donc de πm par 1. Cela sera égal à une matrice plus l'epsilon 1 epsilon 2 jusqu'à epsilon n. Il y aura ensuite une matrice et une matrice de coefficients de régression bêta 1 bêta 2 jusqu'à bêta p. Nous envisageons donc de vectoriser la matrice bêta, de vectoriser epsilon et de vectoriser i. Pour définir cette sorte de modèle de régression linéaire simple, modèle de régression univariée, nous devons avoir un z dans la première colonne correspondant au bêta 1 pour y1 et des zéros partout ailleurs. Dans le deuxième bloc, nous voulons avoir un z dans la deuxième diagonale, avec des zéros partout ailleurs, et ainsi de suite. Il s'agit donc simplement de tout réexprimer dans cette notation. Mais la notation est très intéressante car, en fin de compte, nous disposons d'un modèle. 39. De régression comme celui que nous avions lorsque nous faisions notre analyse de régression. Ainsi, tous les 40. La théorie dont nous disposons pour spécifier ces modèles est appliquée à la régression univariée.
Il est possible d'utiliser cet argument technique pour montrer que l'estimation des moindres carrés généralisés est, en fait, équivalente aux valeurs par composante. Et c'est très bien. Estimation du maximum de vraisemblance avec ces modèles. En fait, nous utilisons cette notation vectorielle pour définir la fonction de vraisemblance. Si ces hypothèses sont faites sur le modèle de régression linéaire, nous avons essentiellement un vecteur n fois m de valeurs de la variable dépendante, alors que votre normale multivariée avec une moyenne donnée par x star bêta star et une matrice de covariance epsilon. La matrice de covariance de l'étoile epsilon est l'étoile sigma. Eh bien, sigma star est le produit de Kronecker sigma. Ainsi, si l'on examine les mathématiques, tout concorde en termes d'hypothèse. Et la fonction de densité et de probabilité conditionnelle de ces données est la fonction habituelle d'un logarithme normal ou d'un échantillon normal. Nous avons donc des paramètres inconnus, bêta et sigma, qui sont égaux à la densité conjointe de ce modèle de régression linéaire normale. Cela correspond donc à ce que nous avions auparavant dans notre analyse de régression. Nous avions juste cette définition plus compliquée de la matrice des variables indépendantes x star, et une définition plus compliquée de notre matrice de variance bar/covariance sigma star. Mais la fonction de log vraisemblance finit par être égale à un terme proportionnel au logarithme du déterminant de notre matrice sigma et moins la moitié de Q de bêta sigma, où Q de bêta sigma est le critère des moindres carrés pour chacun des modèles composants additionnés. Ainsi, l'estimation du maximum de vraisemblance par composante est, pour les paramètres sous-jacents, la même que l'estimation la plus large. En ce qui concerne l'estimation de la matrice de covariance, il existe une notion appelée log vraisemblance concentrée, qui entre en jeu dans les modèles comportant de nombreux paramètres. Dans ce modèle, nous avons des paramètres inconnus, nos paramètres de régression bêta et notre matrice de covariance pour les innovations sigma. 41. Il s'avère que notre estimation du paramètre de régression bêta est indépendante, ne dépend pas statistiquement indépendante, mais ne dépend pas de la valeur de 42. La matrice de covariance sigma. Ainsi, quelle que soit la valeur de sigma, nous avons la même estimation du maximum de vraisemblance pour les bêta. Nous pouvons donc considérer que le logarithme de la vraisemblance fixant le paramètre bêta est égal à son estimation du maximum de vraisemblance. Nous disposons alors d'une fonction qui dépend simplement des données et du paramètre inconnu sigma. Il s'agit donc d'une fonction de vraisemblance concentrée qui doit être maximisée. Et la maximisation du logarithme du déterminant d'une matrice moins n sur 2, la trace de cette matrice multipliée par une estimation de celle-ci, a été résolue. C'est un peu compliqué. Mais si vous vous intéressez aux mathématiques de la résolution de ce problème et à la manière de prendre les dérivés des déterminants, etc., il existe un article d'Anderson et Holkin qui présente tous les détails de cette résolution. Enfin, voyons voir. Il y a, enfin, pas finalement. Il existe des critères de sélection de modèles qui peuvent être appliqués. Ils ont déjà été appliqués aux modèles de régression pour les modèles de série temporelle univariée, le critère d'information d'Akek, le critère d'information de Bay, le critère d'Anaan-Quinn. Ces définitions sont toutes cohérentes avec les autres définitions. Elles prennent essentiellement la fonction de vraisemblance et tentent de la maximiser, plus une pénalité pour le nombre de paramètres inconnus. C'est ce que l'on trouve ici. La dernière section traite de la distribution asymptotique des estimations des moindres carrés. Je vous laisse la lire par vous-même. Voyons ce qu'il en est.
Pour ce cours, j'ai élaboré un exemple d'ajustement de régression vectorielle automatique avec certaines variables macroéconomiques. Je voulais juste vous le signaler. Permettez-moi donc d'accéder à ce document. Qu'avons-nous ici? C'est très bien. Bon, d'accord. La modélisation des séries chronologiques macroéconomiques est un sujet important. C'est ce que font les banquiers centraux. Ils veulent comprendre quels sont les facteurs qui affectent l'économie en termes de croissance, d'inflation, de chômage. Et quel est l'impact des politiques de taux d'intérêt? 43. Robert Lederman et Christopher Sims ont publié des articles très importants sur l'adaptation de modèles de régression vectorielle automatique à des séries chronologiques macroéconomiques. 44. En fait, le cadre dans lequel ils ont spécifié ces modèles était un cadre bayésien, qui est une extension de la méthode du maximum de vraisemblance dans laquelle on incorpore des hypothèses préalables raisonnables sur ce que les paramètres devraient être. Mais dans cette note, je passe en quelque sorte en revue la collecte de diverses variables macroéconomiques directement sur le web à l'aide du paquet R. Toutes ces choses ce sont des données sur lesquelles vous pouvez mettre la main. Voici le taux de chômage depuis janvier 1946 jusqu'au mois dernier. Tout le monde peut voir comment il a varié entre moins de 4% et plus de 10%, comme c'était le cas récemment. Il y a aussi le taux des fonds fédéraux, qui est l'une des variables clés que le comité de l'Open Market de la Réserve fédérale contrôle, ou devrais-je dire contrôlait dans le passé, pour essayer d'influencer l'économie. Aujourd'hui, la valeur de ce taux est fixée presque à zéro et d'autres moyens sont utilisés pour avoir un impact sur la croissance économique, la situation économique du marché, de l'économie, plutôt. Voyons voir. Il y a aussi, enfin, un tas d'autres variables. L'IPC, qui est une mesure de l'inflation. Cette note traite de la spécification des modèles de régression vectorielle automatique pour ces séries. Je n'utilise qu'un petit nombre de cas. Je considère le taux de chômage, les fonds fédéraux et l'IPC, qui est une mesure de l'inflation. Et il y a, si l'on s'y attarde, des versions multivariées de la fonction d'autocorrélation, comme indiqué dans le panneau supérieur droit ici, entre ces variables. On peut également utiliser la fonction d'autocorrélation partielle. Vous vous souviendrez que les fonctions d'autocorrélation et les fonctions d'autocorrélation partielle sont liées au type 2, ou nous aident à comprendre quel type de processus arma d'ordre pourrait être approprié pour les séries univariées. Pour les séries multivariées, il y a essentiellement des décalages croisés entre les variables qui sont importants et qui peuvent être capturés avec des modèles de régression vectorielle automatique. Cela montre comment ces choses sont en corrélation avec elles-mêmes. 45. Et voyons voir. À la fin de cette note, des fonctions de réponse aux impulsions sont représentées sous forme de graphiques, afin de déterminer l'impact d'une innovation dans l'une des composantes de la série temporelle multivariée. Par exemple, si les fonds fédéraux étaient augmentés d'une certaine valeur, quel serait l'impact probable sur le taux de chômage? Ou sur le PNB? En gros, le niveau de production de l'économie. Et ceci regarde. Voyons voir. En fait, nous examinons ici la fonction d'impulsion. Vous pouvez examiner la fonction d'impulsion des innovations sur l'une des variables composantes sur toutes les autres. Dans ce cas, sur le panneau de gauche, on voit ce qui se passe lorsque le chômage a un pic à la hausse, ou un pic unitaire. Une impulsion unitaire à la hausse. Ce deuxième tableau montre ce qui est susceptible d'arriver au taux des fonds fédéraux. Il s'avère qu'il est susceptible de baisser.
Et cela indique en quelque sorte, cela reflète en quelque sorte ce qui, historiquement, a été la politique de la Fed de réduire les taux d'intérêt si le chômage augmentait. Et puis, de toute façon, ces fonctions de réponse impulsionnelle correspondent essentiellement à ces termes d'innovation dans la décomposition de Wald. Pourquoi sont-elles importantes ? Eh bien, cela indique un lien, fondamentalement, entre cette sorte de représentation de la moyenne mobile et ces modèles de série temporelle. La façon dont ces graphiques sont générés consiste essentiellement à trouver la décomposition de Wald et à l'incorporer dans ses valeurs. Donc, ok, nous en resterons là pour aujourd'hui.